Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va parler cyclisme. On va faire la présentation d'une nouvelle course de ce calendrier 2022. Une nouvelle course française avec le Tour des Alpes-Maritimes et du Var. Cette course qui a eu 150 noms différents parce qu'à une époque, c'était le Tour du Haut-Var. Voilà. Ensuite, c'était le Tour du Haut-Var et des Alpes-Maritimes. Donc voilà, il y a eu énormément de noms différents pour cette course et c'est bien pratique pour s'en rappeler. Voilà, c'est toujours une horreur cette course-là, vraiment. Ça énerve terriblement. Voilà, quand les courses ont des noms un peu à la con. Je le dis très clairement. Ça m'énerve toujours un petit peu. Cette course-là qui n'est pas forcément la course de l'année, hein, on va pas se mentir, une course par étape sur 3 jours, mais qui est quand même intéressant parce que on va voir le grand début de Peter Sagan du côté de l'équipe de Total Energy. Donc ça va être très intéressant pour voir un petit peu quel est son état de forme aux Français, quelle est sa condition physique aujourd'hui, aux Français, aux coureurs slovaques, pardon. Je suis en train de faire un autre truc en même temps parce que j'ai oublié de regarder le programme télé pour la course. Et puis, on regardera également les autres coureurs français, comment la forme commence à arriver pour les différentes étapes. Donc, on verra tout ça sur cette course. Donc, c'est pour ça qu'elle va être quand même intéressante. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo, notamment sur les réseaux sociaux. Dans les commentaires, vous pouvez me mettre vos favoris, vous pouvez me dire ce que vous pensez de cette course. Vous pouvez me dire également, peut-être pas vos favoris toujours, mais les coureurs que vous allez suivre sur la starting list. Donc ça, c'est toujours intéressant à savoir, voilà. Mais c'est pas forcément la course la plus difficile de l'année, ça manque un petit peu de montagne, contrairement à d'autres éditions peut-être. Mais ça veut dire qu'on risque d'avoir quand même une course très animée qui va se jouer à pas grand-chose au niveau du classement général. Donc, et puis il y a peut-être des échappées qui peuvent aller au bout sur certaines étapes, donc ça peut être très intéressant de ce côté-là. On va faire la présentation du parcours tout de suite. Présentation du parcours. Première étape, on partira de Saint-Raphaël pour aller à la Seine-sur-Mer. Toujours faire attention, on sera pas loin de la mer, du côté de la Seine-sur-Mer. Faut vraiment faire très attention sur cette étape-là. Saint-Raphaël, on aura un sprint intermédiaire du côté de Lézy-Sambre, ça sera au kilomètre 16.5, c'est une étape qui fera 177 km en tout. Puis vous allez avoir le col de la Taillude qui est noté col de 3e catégorie qui fait 2,6 km à 3% de moyenne, au kilomètre 56, mais auparavant on aura eu une montée de 7 km à 4,5% de moyenne entre le kilomètre 42 et le kilomètre 49.5, qui pour moi fait partie également de ce col de la Taillude. Donc c'est un col qui est quand même plus complexe qu'il n'y paraît. Et puis ensuite on a le col de Fourche, col de 3e catégorie également, 7 km 9 à 4,3% de moyenne, col de 3e catégorie. On redescendra sur Flassan, sur Issol, et puis là on est quand même sur des routes qui seront où il faudra faire attention, on ne sera pas très loin de l'eau. Surtout au niveau du circuit du Castellet, où il peut y avoir pas mal de vent. Il y aura une belle bosse avant de faire le sprint intermédiaire du côté du circuit du Paul Ricard, le circuit du Castellet. Puis on redescend très vite sur Sanary-sur-Mer. On aura la côte du Mai au kilomètre 164.5, c'est-à-dire à 13 km de l'arrivée. Une côte de 4 km 8 à 3,9% de moyenne. Donc vraiment un endroit où si on veut supprimer des sprinteurs dans certaines équipes, c'est le moment où il faudra rouler. Et puis ensuite, on arrivera du côté de la Seine-sur-Mer pour cette première étape qui, devrait être spectaculaire en fin de journée. Étape numéro 2, on partira de Puget-Théniers, la ville de Puget et son huile d'olive, pour arriver à La Turbie. Donc la Turbie connue également pour être le centre d'entraînement de l'AS Monaco. Et puis la Turbie qu'on a connu assez souvent sur le Paris-Nice. Le final ressemblera beaucoup à ce qu'on a vu plusieurs fois ces dernières années du côté de Paris-Nice. On partira de Puget. On aura la Roque en Provence, Conseguide, kilomètre 28.5, on aura déjà une petite côte de 4 km 2 à 5,5% de moyenne. J'ai oublié de préciser que c'est une étape de 150 km, donc ça sera quand même assez court.
On aura un sprint intermédiaire à Coursegoule après une montée de 11 km 4 à 3,9% de moyenne. Donc côte auquel il faudra faire quand même un petit peu attention. Puis après il y aura le col de Vence, 1 km 1 à 3,4% de moyenne, col de deuxième catégorie. C'est pas la version la plus difficile du col de Vence. On redescendra, on passera à Pont-sur-Var, et puis on aura la côte d'Aspremont, 11 km 2 à 3,9% de moyenne, côte de troisième catégorie. On redescendra, on repassera par les Vins, ou le Vins, je sais jamais comment on doit dire le nom de cette commune, avec une côte de 4 km 6 à 4,8% de moyenne, ça sera à 44 km de l'arrivée. C'est-à-dire assez proche de l'arrivée, et la côte d'Aspremont, elle sera à moins de 60 km de l'arrivée. On aura le col de Châteauneuf, col de 5 km 4 qui est à 4,6% de moyenne, côte de troisième catégorie, qui sera quant à elle à 30 km de l'arrivée. On redescend, on passera pas très loin de Nice, on passera notamment à la Trinité, on prendra le col d'Aise en passant par le col des 4 chemins, donc vraiment la version Paris-Nice. Et je rappelle, il y a une différence, c'est le col de 4 chemins. Vous prenez pas les 2 derniers kilomètres, en sachant que les 2 derniers kilomètres du col d'Aise sont pas les 2 derniers kilomètres les plus difficiles. Donc le col des 4 chemins, c'est 3,3 km à 7,6 de moyenne. Et le col des 4 chemins est en fait intégré à ce col d'Aise qui fera 7 km 3 à 5,8% de moyenne, côte de deuxième catégorie. En fait, la difficulté du col d'Aise, c'est que ça ne redescend pas tout de suite. Voilà, surtout qu'on ira juste après du côté de la Turbie, donc il y aura une petite pente pour aller du côté de la Turbie. Après, c'est 150 km de course. C'est l'étape qui est la plus difficile pour moi de cette compétition. Et vous voyez que c'est pas très difficile quand même. Et puis on aura l'étape numéro 3 entre Villefranche-sur-Mer et Bolossac. On reprendra le col d'Aise par le même côté, hein, donc les 9,8 km à 4,8% de moyenne, côte de troisième catégorie, enchaîné à la Turbie. Quoique je suis en train de me dire qu'il y a un peu plus de kilomètres là, dans cette version-là du col d'Aise, donc non, c'est pas la même version du col d'Aise que la veille. Donc ça va être une version un petit peu différente, pas la même face. On enchaînera avec la Turbie juste derrière. Ensuite on aura le sprint intermédiaire à Blossac au kilomètre 43. J'ai oublié de dire que cette étape par contre sera extrêmement condensée vu qu'elle ne fera que 113 km. Ça ressemble beaucoup à une dernière étape de Paris-Nice, l'étape qu'on aura du côté de Villefranche-sur-Mer et de Blossac. Surtout qu'on tournera autour de Nice pendant toute la journée. On aura le col de Berre, 5 km 9 à 6,4% de moyenne, c'est un col de deuxième catégorie. Ça sera au kilomètre 52,5, donc à peu près 70 km de l'arrivée. On redescendra vers Comtes. On aura de nouveau une montée du côté de Coaraz, 5 km 8 à 5,9% de moyenne. Côte qui sera, elle, à 50 bornes de l'arrivée. Et puis on aura ensuite le col de Saint-Roch, 6 km 5 à 6,4% de moyenne, col de deuxième catégorie, qui lui sera à une trentaine de kilomètres de l'arrivée. 6 km 5 à 6,4% de moyenne. Le problème, c'est qu'ensuite, une longue descente qui nous emmènera quasiment à Nice. On aura le col de Nice, 2 km 6 à 4,8% de moyenne. Je crois que c'est le col qu'on avait vu sur le Tour de France il y a 2 ans. Je crois que c'était une côte qu'on avait vue sur le Tour de France. Le col de Nice, qui sera donc au kilomètre 106, c'est-à-dire à 7 km de l'arrivée, le sommet de ce col de Nice, pour redescendre ensuite vers Blossac. Là encore, c'est pas forcément une étape qui est difficile. La difficulté, en fait, c'est qu'elle risque d'être animée. Les écarts, en général, risquent d'être encore très faibles avant cette étape. Et 113 km, ça permet de faire des grandes manœuvres si on a envie de faire la différence. Vous voyez que vraiment sur ce parcours, il n'y a pas de grandes difficultés. Après, ça reste quand même une difficulté qu'il faudra passer au mois de février. Surtout si les conditions climatiques sont pas fameuses, parce qu'il faut aussi faire attention de ce côté-là. J'ai pas vérifié la météo, pour tout vous dire, même j'ai oublié de le faire. Ça doit faire, c'est au moins la 3e ou la 4e présentation où je me dis dans ma tête, j'ai oublié de faire la météo et je ne la fais toujours pas. Mais je le marque là, tu vois, faire la météo la prochaine fois pour ces vidéos-là. Mais faut toujours se méfier du côté de la météo. Parce que il se peut que si la météo soit mauvaise, la course devienne beaucoup plus difficile. Faire attention au vent pour la première étape, je pense principalement. Et puis voilà, ça reste quand même une course qui risque d'être animée parce que pas de grandes difficultés. Donc c'est-à-dire que ça convient quand même au sprinter puncher cette édition-là. Un Wout van Aert aurait été, ou un Van Der Poel aurait adoré cette course, vraiment, ou un Pidcock. Donc faudra se méfier parce que sur la starting list, il y a quand même quelques éléments qui sont en capacité de gagner cette course et qui sont en capacité surtout d'animer
cette course. On passe donc aux équipes présentes sur cette course du Tour des Alpes-Maritimes et du Var. Eh bien, elles sont au nombre de 18. On retrouvera 7 équipes World Tour: Trek, AG2R, Groupama, Cofidis, EF Education EasyPulse, en sachant que l'équipe américaine n'a toujours pas dévoilé sa starting, enfin sa liste de départ, donc on peut avoir des doutes parce qu'on est quand même à 2 jours du départ, parce que là nous sommes le 16 février, donc on peut avoir quand même des petits doutes sur la participation de cette équipe. On aura l'Auto Soudal et la DSM. Du côté des équipes de deuxième division, on aura Arkea, Total Energy, BNB, auquel on rajoute Uno X, Bingoal et Kern Pharma. Et puis on aura des équipes continentales. On aura Saint-Michel, GoSport, Nice Métropole, Team Unant Atlantique. Il reste juste l'équipe Conti, Groupama qui n'est pas venue. Et puis il y aura également l'équipe Rivoal Cycling Team, qui est également une équipe scandinave, qui est une belle équipe de 3ème division. Il faudra s'en méfier, qui avant avait un maillot qui ressemblait au maillot de Delco. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette équipe. Là ils ont changé leur maillot, il est maintenant orange, et bon, on aura peut-être du mal à le distinguer de Uno X. Après c'est un orange, c'est vraiment le orange DDE là. C'est pas le orange totalement de Saint-Michel-Aubert 93 du côté de Riwal. On passe aux favoris. Comme d'habitude, je vous le dis toujours, mais je n'incite absolument pas à faire des pronostics sportifs. Ça peut être dangereux pour vos économies, donc vraiment faites vraiment attention quand vous jouez. Si vous décidez de jouer et de faire des paris sportifs, je ne préconise absolument pas de faire des paris sportifs, et ces favoris, ce sont les miens. C'est-à-dire, vous ne pourrez pas me reprocher que vous avez pronostiqué ces mecs-là en me disant après tu racontes que de la merde. Voilà. Je vous ai prévenu, alors après je suis pas votre mère, mais au moins je vous ai prévenu, vous ne pourrez rien me reprocher après derrière. Du côté des favoris, je commence avec Peter Sagan. J'ai fait les favoris pour le général, parce que pour moi le général ça peut être un sprinter qui peut le gagner. J'ai mis Peter Sagan parce que Peter Sagan normalement il se prépare plutôt bien à l'intersaison, même si là il a eu la Covid, il a quand même décalé son retour à la compétition. Je pense qu'il a envie quand même de montrer qu'il est le patron dans cette formation, qu'il a envie un peu de montrer les muscles, tu vois, qu'il n'est pas venu là pour enfiler des perles. Il a envie aussi de montrer un petit peu au monde du cyclisme qu'il n'est pas fini, je pense, donc c'est pour ça que je le mets. Après, dans cette équipe, il y a quand même Mathieu Burgodeau également, et puis il y a Anthony Turgis, donc, et puis voire même un Vuillermoz qui sera en forme, mais ça reste quand même... ça serait un peu une surprise. Le problème de ce parcours, c'est que c'est quand même difficile de déterminer des favoris à partir du moment où il n'y a pas de grandes difficultés. Et donc, je pense que des sprinters peuvent passer les côtes. Et des punchers très facilement aussi. Donc, pour les grimpeurs, ça me semble un peu plus compliqué pour eux. Je continue avec Mollema. Parce que Mollema, c'est un coureur qui est toujours dangereux. C'est un coureur qui est très puissant, qui est capable de partir en échappée seul, qui est capable de rouler pendant 40-50 km. Donc c'est pour ça que je me méfie toujours de Bokeh Mollema, parce que Trek a encore emmené une très belle équipe, qu'il a fait quand même une bonne fin d'étoile de Bessèges, 7e de l'étape du Mont Bouquet, 4e du côté du contre-la-montre, c'est-à-dire qu'il commence à avoir plutôt des bonnes jambes. Donc ça va être intéressant de suivre ce qu'il est capable de faire, Bokeh Mollema, et en sachant que 3-4 jours, c'est vraiment des courses où il a souvent été très performant, sur les courses d'une semaine, voire moins. Donc faut vraiment s'en méfier. Et puis c'est une équipe qui avait remporté la course l'année dernière avec Brandbiya, donc qui sait aussi faire des grandes manœuvres, et qui avait gagné de manière très intelligente la course avec Gianluca Brandbiya. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça s'était joué même à 1 ou 2 secondes près l'année dernière, la victoire de cette course. Je continue également du côté des favoris, j'ai mis Vendramé. Pourquoi Vendramé? Parce que du côté d'AG2R, j'hésitais entre lui et Godon, voilà, pour tout vous dire, parce que c'est vrai que Dorian Godon a fait une bonne montée de la montagne de l'Allure, j'ai trouvé. J'ai mis Vendramé parce qu'il me semble encore un peu plus rapide au sprint que Dorian Godon, même si c'était pas grand chose, et puis pour moi il grimpe mieux aujourd'hui que Dorian Godon, et sur des côtes de moins de 10 km, je pense qu'il est capable de faire la différence. Il faudra se méfier de Vendramé, il faudra vraiment le lâcher, si vous voulez gagner la course, il faudra lâcher Sagan, mais aussi Vendramé. Ça ne sera pas si facile
Surtout qu'AG2R a quand même mis une belle équipe avec du Clément Champoussin, du Chérel, du Peters, du Damien Touzé, aussi Larry Warbès. Donc il y a une belle équipe, il y a une belle formation autour. Je continue avec Guillaume Martin. Bon, alors j'ai mis parmi les favoris parce que si on a le Guillaume Martin du Grand Prix de la Marseillaise, c'est un peu comme Bauke Mollema, il est capable de faire de grandes différences et même si les montées ne sont pas très longues, il sera en capacité de larguer tout le monde. Après, le problème pour Guillaume Martin, c'est que c'est pas très difficile comme course. Donc est-ce qu'il arrivera à faire la différence malgré un parcours qui n'est pas extrêmement compliqué? Ça, c'est difficile à dire pour le moment. C'est une inquiétude qu'on peut avoir pour Guillaume Martin. Est-ce que les difficultés seront assez longues? C'est aussi également l'inquiétude qu'on peut avoir pour un cours à suivre pour moi. C'est Nairo Quintana qui a été très bon sur la montagne de Lure. Mais encore une fois, est-ce que les côtes ne sont pas un peu trop courtes pour un Quintana? Est-ce qu'il sera en capacité de faire la différence sur un col d'Aise, notamment par rapport à des Sagan, par rapport même à des punchers? C'est loin d'être sûr du côté de Quintana. Il y a également un bon Maxime Bouet qui, je trouve, a fait un très bon également Tour de la Provence, qui a été vraiment très présent. Donc il faudra voir comment ça se passe du côté de Nairo Quintana pour le coureur colombien. Et puis est-ce qu'il ne sera pas fatigué également de son Tour de la Provence qui aura eu lieu quelques jours avant? Des fois en début de saison on a des petites surprises d'une course à l'autre. Je continue avec Andreas Kron parmi les coureurs à suivre. Pourquoi? Parce que c'est un coureur qui est très intéressant, parce que la Lotto, pour le moment, le début de saison de la Lotto n'a pas été totalement incroyable, on va pas se mentir, qu'ils ont même été assez inquiétants sur le Tour de la Provence. Et vu que c'est un coureur qui a fait quand même 9ème de cette fameuse course, dont j'ai envie de débriefer vraiment, mais que j'ai pas encore eu le temps de regarder, la Classica Rahen Paresor intérieur, parce que j'ai envie de voir ce que ça donne en termes de sécurité, mais je pense qu'on ne fera pas un débrief habituel sur cette course-là. C'est-à-dire, je donnerai vraiment mon avis sur le parcours, vraiment en priorité, on va dire, sur ce débrief, sur ce que j'ai pensé de la course, sur ce qu'il faut peut-être améliorer ou changer sur cette course-là. Et est-ce que ça peut apporter également au cyclisme professionnel et un peu moins se concentrer sur la course, parce que là, ça fait quand même déjà, c'était lundi ou mardi qu'elle a eu lieu la course, donc voilà, j'ai déjà un retard de 2-3 jours. Avec les Jeux Olympiques, je peux pas faire 150 vidéos par jour pour une raison d'upload, moi aussi pour une raison de fatigue nerveuse. Donc voilà, j'ai vraiment envie de débriefer cette course, mais on reviendra là-dessus. Mais Andreas Kron, c'est quand même quelqu'un qui a remporté une étape du Tour de Suisse, une étape du Tour de Catalogne, sur des profils assez similaires, c'est des étapes qui n'étaient pas extrêmement difficiles, où voilà, on avait du dénivelé positif, je pense aux alentours de 3000-3500 mètres de dénivelé positif, mais avec des côtes de deuxième catégorie, donc il est vraiment totalement en capacité de passer ce type de difficulté. Donc c'est pour ça que j'attends de voir. Et puis il a quand même déjà 5 jours de course dans les pattes en Espagne, avec en plus une 9ème place et une 13ème place du côté du Trofeo Calga. C'est également un coureur qui veut être très présent cette année sur les classiques flandriennes. Pour être présent sur la classique flandrienne, il faut déjà se montrer sur une course comme celle-là. Je continue du côté des coureurs à suivre. J'ai mis Roger Adria. C'est un coureur que j'aime plutôt bien quand même, Roger Adria. Du côté de Kern Pharma, je trouve qu'ils n'ont pas fait un mauvais début de saison. Kern Pharma, il y a eu notamment plutôt des bons résultats en ce début d'année. Je pense notamment au Grand Prix cycliste à Marseillaise avec Galvan. Alex Raimé également qui avait fini 4ème de la Classica Valenciana 1969. Donc c'est vraiment une équipe qui, je trouve, pour le moment a plutôt fait des belles performances, a vraiment réalisé un début de saison qu'on peut quand même qualifier de correct du côté de Kern Pharma, voire plutôt bon. Et puis Roger Adria, alors son défaut c'est d'en faire un peu trop, c'est-à-dire que c'est quand même un coureur qui attaque très régulièrement, pas toujours de manière intelligente, mais sur un parcours comme ça, je pense que ça va se courir un petit peu comme une course de cadet pendant les 3 jours de course. Bah, il peut jouer son épingle du jeu, il peut tirer son épingle du jeu, et puis bon, je pense que contrairement à des équipes françaises, lui il n'a rien à perdre, et puis il aime bien se montrer, il aime bien montrer le maillot, donc pourquoi pas Roger Adria parmi les coureurs à suivre. Et puis je termine avec un dernier coureur à suivre, j'ai mis Valentin Madouas. J'ai pas mis Thibaut Pinot ni Michael Storer.
parce que je pense que sur un parcours comme ça, un Valentin Madouas a de meilleures qualités de puncher que ces deux coureurs-là. Et même si Storer est pas mauvais puncher, hein, parce que sur ses victoires sur la Vuelta, c'était des victoires de grimpeur puncher, fallait quand même faire la différence dans les échappées. Je pense que Madouas, sur un parcours comme ça, sur une course de 3 jours, peut être vraiment très bon. Et ça permettrait surtout à Groupama de un petit peu retrouver de la confiance, parce qu'encore une fois, à part Paul Penouet sur le Tour de Man, pour le moment, le début de saison n'est pas incroyable pour l'équipe de la Groupama FDJ, et c'est dommage, c'est que Paul Penouet, il fait partie de la Conti normalement, donc il a remplacé au pied levé Arnaud Desmar, mais bon, du côté de la Groupama FDJ, pour le moment, les résultats sont pas fameux. Je trouve que c'est une équipe qui est très discrète, donc je vais un petit peu commencer à les attendre au tournant. Alors je sais bien qu'on est que le 16 février, mais voilà, ça commence quand même à être légèrement inquiétant, je trouve, du côté de cette équipe. On passe au programme télé. Alors la course ne sera pas diffusée sur la chaîne Équipe cette année. C'est le grand changement. Elle sera diffusée sur France 3 Côte d'Azur. Mais vous pouvez, sur France 3 PACA, mais vous pouvez retrouver la course en ligne normalement sur Internet, sur France TV Sport. Alors avec une qualité, si vous avez comme moi une connexion Internet qui est très très loin du haut débit de la DSL, moi je rappelle toujours que j'ai 2 mégabits en descendant, hein, donc imaginez-vous que c'est vraiment pas terrible, vous l'aurez en qualité de merde, tout simplement. Sinon, vous pouvez avoir une bonne qualité. Alors le problème c'est que ça sera encore commenté par Laurent Verdy, je crois que c'est le mec qui a commenté le Grand Prix de la Marseillaise, donc qui était complètement à la ramasse. S'il redit encore une fois Peter Sagan, j'envoie un courrier directement à France 3 PACA. Il y aura un mec à la moto, ça sera Frédéric Souillet, et puis il y aura Thomas Vauclair en cabine. Moi je suis pas très fan de Thomas Vauclair en cabine, je trouve qu'il est très bon sur la moto, je trouve qu'en cabine c'est un peu moins bon, voilà. Mais voilà, alors du côté des 3 jours de course, vendredi la course sera diffusée de 14h à 16h10. Le 19 et le 20 février, ça sera de 15h15 à 17h10, donc sur France 3, Provence, Alpes, Côte d'Azur, donc France 3, PACA, et vous pourrez retrouver tout ça sur Internet de manière assez tranquille. Voilà, pour ce parcours et pour cette présentation de cours, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo également sur vos réseaux sociaux, surtout si vous pensez qu'elle peut intéresser vos proches. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également, c'est très important. Et puis nous, pour atteindre les 1000, et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mag Production. Ciao ciao.